ici Isaline Müller du podcast Je me mets à mon compte en Suisse romande. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment choisir son service et définir ses prix et de l'art du ciblage. Donc ça, c'est une chose très importante. Vous êtes peut-être dans un métier où les services et les prix sont assez standardisés. Par exemple, dans le métier, si vous êtes ostéopathe, si vous faites de l'acupuncture, souvent c'est des tarifs qui varient entre 120 et 150 francs de l'heure et c'est assez standard à partir de 50 minutes. C'est considéré comme, comme effectué et les gens s'attendent un peu à un prix... comment on dit? Un prix, les gens ont des attentes par rapport au prix et ils sont plus ou moins d'accord de payer cette somme parce que c'est la somme qu'on paie tout le temps. C'est un peu comme certaines denrées, comme un café, comme un cookie. Il y a des choses, quand on choisit son service ou on choisit ses prix, on regarde, la première chose, c'est qu'est-ce qui se passe sur le marché. Pour moi qui travaille dans le marketing digital, c'est la même chose finalement. La seule difficulté, c'est que les prix sont... J'avais pas eu... Bien sûr, dans ma vie, j'étais déjà allée chez l'ostéopathe, à l'acupuncture, j'avais déjà fait ce genre de choses. Donc si j'avais été dans ce métier, ça aurait été plus simple pour moi de choisir mes prix. Mais dans le domaine du digital marketing, il y a beaucoup plus un flou général. Dans le domaine du coaching aussi, il y a beaucoup plus un flou général de combien est-ce qu'on va pouvoir facturer. D'un côté, j'ai envie de dire, vous pouvez facturer autant que votre clientèle est prête à payer. Donc tant mieux pour vous, si vous facturez 500 francs de l'heure, tant mieux pour vous. Mais je pense qu'on n'est jamais libre du marché, de la demande et des autres prestations qui nous entourent. Par exemple, dans le marché du digital marketing, ce qui est hyper important au début, c'était que j'ai dû me positionner et de me dire: «OK, forcément, comme beaucoup de gens, j'ai plus qu'une compétence. Effectivement, je fais de l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais en vérité, je peux aussi faire de la rédaction. Je peux aussi faire peut-être, dans ma vie, j'avais déjà fait des réseaux sociaux. Peut-être que je peux écrire un communiqué de presse. Mais la première chose, c'est est-ce que je peux me positionner comme particulièrement compétente par rapport à ces activités? Et ensuite, est-ce que je le souhaite? La première chose qui m'a aidée, c'est de me positionner dans un domaine, l'optimisation pour les moteurs de recherche, où j'avais moins de concurrence par rapport à quelqu'un qui dit je fais de la rédaction, même si dans l'optimisation on-page SEO, finalement, il y a quand même beaucoup de parties qui sont de la rédaction. Mais c'était plus spécifique, plus précis par rapport à l'activité que je fais, de dire je fais de l'optimisation pour les moteurs de recherche plutôt que de dire je fais de la rédaction pour les sites internet, par exemple. Donc, au début, j'avais peut-être mon envie de tout vendre et de montrer toutes mes compétences et de faire un peu en mode couteau suisse du marketing digital. Je peux tout faire, engagez-moi. Mais finalement, ça m'a plus servi d'être très précise et de mettre en avant un service dans lequel j'étais très compétente et dans lequel je pouvais en toute vraiment d'un point de vue purement factuel, dans lequel j'avais des compétences et dans lequel je pouvais me positionner par rapport aux autres acteurs et actrices du marché. Donc, ce qui m'a servi, c'est vraiment limiter en quelque sorte mon service, my offering, ce que je vends. Ensuite, la deuxième chose, c'est même dans le domaine de l'optimisation pour les moteurs de recherche, il y a une immense variété d'activités. De nouveau, j'ai réduit mes activités sur des choses, des activités précises et aussi des domaines précis. Donc, il y a certains domaines dans lesquels, certaines entreprises pour lesquelles je travaille pas parce que c'est des domaines que je ne connais pas. Et il y a des entreprises dont j'apprécie le domaine. Je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le domaine de l'énergie et aussi le domaine, tout ce qui est de la construction, relatif aux bâtiments. Donc, c'est un domaine où j'aime bien m'illustrer et où j'ai limiter mes services, en tout cas, pour répondre aux besoins de ces activités. Donc, je dirais, c'est plus simple de se focaliser sur une activité que d'essayer de tout vendre. Parce que la communication, elle sera plus claire si, je suis très précise, j'arriverai mieux à faire passer mon message et de dire: «Je fais ça».
Ensuite, ce qui est hyper important aussi quand on choisit son service et on définit ses prix, c'est réfléchir quelle autre personne vend des services similaires et quels sont ces services. Par exemple, dans mon cas, ma concurrence, c'est d'autres personnes qui exercent comme moi en raison individuelle, mais ça pourrait être aussi une agence. Bien entendu, une entreprise pourrait contacter une agence et travailler avec une agence qui offrirait un service similaire. Donc je dois réfléchir, OK, l'agence ces agences, qui sont-elles? Quels sont les services qu'elles offrent et combien est-ce qu'elles facturent et comment moi je me différencie? Je dirais que dans le web, de manière générale, j'ai vu qu'il y a un petit peu, en tout cas en Suisse romande, une hiérarchie, dans les prix. Je dirais que, la, la ce qui coûte le plus cher, c'est tout ce qui est technique et développement et le contenu en général, on peut c'est souvent les gens, ils sont moins prêts à payer très cher parce qu'ils ont cette idée qui franchement n'est pas forcément vraie que: «Ah, tout le monde peut écrire». Donc je vois qu'il y a un peu que j'essaie de réfléchir comment est-ce que je vais me placer par rapport aux autres métiers du web et aussi j'essaie d'être, comment on dit? Cohérente avec, mon niveau de compétence. Par exemple, c'est tout à fait normal pour une entreprise de facturer un peu moins au début et puis, progressivement d'augmenter ses prix à mesure qu'on peut, montrer qu'on a travaillé, à mesure que en quelque sorte notre comment on dit? Qu'on devient plus expérimenté ou plus senior. Donc c'est normal au début, ça va être difficile quand on se lance de demander un tarif très élevé qui ressemble peut-être, à un tarif de quelqu'un de plus avancé en termes d'expérience. Donc il y a un peu cette balance entre le ciblage de son service, qui qui est intéressé pour qui ce service peut être utile, combien cette personne, peut mettre en termes de budget pour ce service, et qu'est-ce que je peux demander considérant mon expérience. Aussi, je pense qu'il faut être très, comment on dit? Cohérent avec le type d'entreprise auquel on s'adresse. Si, admettons qu'on ait beaucoup de plaisir à travailler avec des entreprises, petites. Parce qu'on sait qu'avec une entreprise petite, on peut avoir un très grand impact au niveau du marketing parce que souvent, il n'y a pas une personne à l'interne qui s'occupe du marketing. Donc si je commence à travailler avec cette entreprise, je peux avoir un très grand impact et moi, d'un point de vue personnel, ça me fait très plaisir. C'est forcément une entreprise qui, annuellement, aura un budget marketing qui va être très différent d'une entreprise nationale qui a peut-être des milliers de francs dans les différentes activités de son marketing, des personnes qui gèrent du projet à l'interne, et des personnes enfin plusieurs personnes qui s'occupent du marketing à l'interne. Donc de nouveau, il y a ce paramètre, je pense qu'il faut, être assez cohérent dans le sens où si on demande une somme très élevée, hem, pour faire un projet à une entreprise, même si ce projet, des fois, il serait absolument utile à l'entreprise, mais c'est peut-être pas la bonne taille d'entreprise ou c'est peut-être pas le bon moment, pour cette entreprise pour faire cette proposition. Donc j'ai l'impression que c'est important d'être à l'écoute du marché et de tester. Ma foi, des fois, on vend, on essaie de vendre un peu plus, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On essaie de vendre un peu moins, sachant que il faut tester un peu pour voir comment on peut se positionner et que tous ces moments où on livre du travail irréprochable et où on teste les tarifs, ça reste des moments où on crée notre réseau et où peut-être on a des recommandations sur LinkedIn et des avis sur Google Business Profile. Donc ça, c'est aussi des sortes d'assets intangibles qui bénéficient à l'entreprise. Donc quand on choisit son service et ses prix, on peut avoir différentes manières de se dire, un projet, il peut, nous faire plaisir parce qu'il va nous donner des compétences qu'on va pouvoir mettre en avance pour un projet supplémentaire ou alors un projet, il va simplement beaucoup nous rapporter parce que c'est une grande entreprise ou alors c'est un projet qui va nous faire très plaisir parce qu'on aura un grand impact. Donc je dirais que dans la valeur d'un projet et quand on fixe ses services et qu'on définit ses prix, de mon point de vue, j'essaie d'être
cohérente, d'avoir un prix que je considère comme, raisonnable, mais en même temps, j'essaie pas de casser mes prix parce que sincèrement, à la fin de la comptabilité, si on enlève tous les frais et cetera, il faut quand même qu'il reste quelque chose. Mais j'essaie d'avoir ce recul sur le fait qu'un projet, il peut m'apporter des choses, différentes qui sont pas nécessairement que, faire beaucoup augmenter mon chiffre d'affaires. Sauf que sur l'année, il faut avoir une bonne moyenne de choses différentes, comme on dit, d'activités qui nous épanouissent en tant que personne, en tant que professionnel et des activités qui nous permettent de vivre. Parce que quoi qu'il arrive, même si je fais du bénévolat, j'ai besoin, d'un toit sur ma tête, d'un ordinateur, d'avoir mangé et d'avoir une assurance maladie. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit venir de quelque part. Donc, quand vous définissez votre service et quand vous définissez vos prix, faites le point sur qu'est-ce que vous allez vendre exactement, quel est le service et pour qui vous allez le vendre et quelle est votre compétition. Comment est-ce que vous pouvez vous placer par rapport à votre compétition. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de parler avec d'autres personnes qui font un travail similaire et de leur demander, hem: «Ah, combien est-ce que tu factures?» En Suisse, on est très hésitant à répondre à ces questions quand on est hors ligne et on n'ose pas trop demander. Mais donc évidemment, c'est une question de confiance, et de réseau. C'est des choses qui prennent un peu de temps à construire, parce qu'on est humain et on a besoin de temps pour faire confiance. Mais au final, je dirais que, faire partie d'un réseau, moi je fais partie d'un réseau de femmes dans le SEO par exemple, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai pu confronter des idées et puis un petit peu, comment on dit? Me confronter à la réalité. Aussi, ce qui m'aide, c'est simplement dire de manière transparente des fois, à ma clientèle, je leur dis: «Ah voilà, aujourd'hui, j'ai remis en forme la manière dont je présente mes offres. Est-ce que vous avez, bien compris, la plus-value des services quand vous avez vu cette offre?» Donc les gens, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont très disposés à rendre service et aussi à aider. Donc même si que ce soit finalement, une clientèle avec qui je vais travailler ou pas, on peut poser des questions très précises. Si on essaie de faire une offre qui soit plus, lisible ou plus transparente, au lieu de demander de manière hyper générale: «Ah, est-ce que tu peux me donner du feedback?» Non, on essaie de dire de manière très précise: «Ah, est-ce que tu peux me dire, si d'un point de vue visuel, c'était qu'est-ce que tu aurais changé pour que ce soit, plus, facilement compréhensible, par exemple. Donc on cible un peu ces questions et puis on essaie de faire des tests. Par exemple, sur, sur mes prix, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toujours une partie, de prise de contact avec la clientèle que les entreprises estiment que ce sera gratuit. Donc, les gens, ils pensent souvent qu'on va passer un jour et demi à répondre à leurs questions, à les aider à cibler le travail et que ce sera gratuit. De mon point de vue, alors bon, OK, c'est la situation, à voir, si c'est vraiment gratuit parce que tôt ou tard, de nouveau, il faut bien que je paye mon assurance maladie, mon toit et ma nourriture, mais j'aime rendre attentive, ma clientèle sur le fait que c'est une activité qui a existé. Donc c'est des choses que je note aussi, sur mes offres pour rendre attentive: «OK, là, j'ai pris tant d'heures à réaliser cette activité». Mais au début, je l'ai fait d'une manière qui était difficilement compréhensible et que les gens me disaient: «Ah mais on n'a rien fait, vous me facturez déjà quelque chose». Donc là, au lieu de me braquer, je me suis dit: «OK, donc ça veut dire que d'un point de vue visuel, il faut que j'ajoute quelque chose à cet endroit pour que ce soit plus facilement compréhensible». En général, la plupart de ces mauvaises enfin, la plupart de ce type de petits conflits, ça repose sur une manière de communiquer. Donc souvent, c'est assez débloquant de dire, «Ah ouais, je remarque que, j'ai pas communiqué de manière suffisante, je vous prie de m'excuser» et puis ensuite on peut expliquer la chose. Donc, pour choisir son service et définir ses prix, d'abord, je la première recommandation, c'est se focaliser sur une activité,
se focaliser sur un type de clientèle à qui l'activité est utile et ensuite, regarder qui est la concurrence et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ou de moins par rapport à cette concurrence. Ensuite, essayer de connaître quels sont les prix de cette concurrence parce que de nouveau, on se place dans un marché et au début, ça peut être utile d'être un peu dans des prix auxquels les gens s'attendent. Et puis, une autre chose qui est hyper importante, c'est qu'il faut essayer de bien formuler la valeur ajoutée, la valeur qu'on apporte au service. Parfois, quand on parle de ces services, on a tendance à parler de la méthodologie, de comment on va faire les choses. Mais finalement, la clientèle, elle est moins intéressée à savoir de comment on va faire les choses, mais elle est plus intéressée à connaître le résultat que va apporter cette activité. Donc, on doit s'assurer que la clientèle comprend bien la valeur ajoutée du service. Et ça, on se pose la question, mais comment est-ce que je vais communiquer ça avant que la personne, elle me connaisse? Comment est-ce que je vais communiquer ça au moment où la personne, elle me parle? Donc, je dirais que l'activité de choisir son service, définir ses prix et l'activité de vente, c'est une activité à part entière qui, de nouveau, n'est pas une activité qui va vous rapporter de l'argent d'un point de vue direct. C'est pas une activité facturable, mais c'est une activité essentielle et ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir. Ok, quel est le parcours clientèle, qu'est-ce qu'elle va ressentir à chaque étape, d'où est-ce qu'elle va venir, quelle est l'impression que j'aimerais transmettre. Parce que si possible, on ne laisse rien au hasard et on essaie de se présenter de manière la plus vraie et la plus intéressante aussi pour ce qu'on essaie de faire. Voilà, c'était la question de choisir son service et définir ses prix. J'espère que ça vous avait été utile. Comme habituellement, vous retrouvez la transcription de cet épisode, s'il y a des liens utiles. Probablement, s'il y a quelque chose que j'ai oublié quand je parlais, je l'ajouterai aussi. Vous retrouvez ça sur pilea.ch. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout pour cet épisode. Donc, je vous souhaite plein succès et je me réjouis de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt!